avec le Centre Léon Bérard contre le cancer, bouger et manger mieux. Donc on va parler de prévention, n'est-ce pas, madame, monsieur? Et on va même avoir 2 professionnels de santé qui vont nous donner des trucs et astuces. Alors notez tout bien, parce que je pense que ça va être très intéressant. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Alix Goerens. Vous êtes diététicienne au Centre Léon Bérard. Tout à fait. Super, merci d'être là. Et Rodolphe Mongondry. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Vous êtes enseignant en activité physique adaptée. Vous nous expliquerez le adapté, c'est important, c'est un terme important. C'est bien ça. Voilà, on va parler prévention, on va parler aussi de l'alimentation pendant la maladie, on va parler des patients, on va parler de beaucoup de choses. Et c'est à vous, madame, monsieur, qui commence. Eh ben, je vais commencer. Allez, Rodolphe. Je ne vais pas être galant pour une fois, mais... On vous écoute, vous pouvez vous asseoir. Voilà, très bien. Ça marche très bien. Et alors, on aura un moment d'échange tout à l'heure où vous pourrez poser toutes vos questions. Ok, très bien. Je vous en prie, Rodolphe. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir du coup pour nous d'être là aujourd'hui avec vous pour parler de la thématique de l'activité physique et de l'alimentation en lien avec le cancer. Alors, je ne sais pas si ça marche, le diaporama. Ça va marcher. En général, ça marche bien. Voilà, vous avez le retour ici, Rodolphe. Ah, parfait, super, merci. Donc aujourd'hui, on va parler donc, de l'activité physique et de l'alimentation avant, pendant et après du coup, la maladie du cancer. Donc, on va pouvoir commencer en faisant une petite introduction du Centre Léon Bérard pour que vous puissiez resituer un petit peu d'où on vient. Donc, il faut savoir que le Centre Léon Bérard, c'est l'un des 18 centres unicancer en France qui en fait accompagne les patients atteints de cancer essentiellement pour du dépistage ou de la prise en charge thérapeutique, avec près de 38 000 patients chaque année qui vont être accompagnés et à peu près 10 000 nouveaux patients chaque année. L'une des particularités du centre, c'est qu'il va avoir plusieurs missions au-delà du soin qui vont être aussi l'enseignement et également du coup la recherche. Donc au niveau de la recherche, c'est un centre de référence au niveau européen et aussi au niveau mondial. Toujours au Centre Léon Bérard, avec Alix, on dépend d'un département qui est le département prévention, cancer, environnement, qui a plusieurs missions. Il a été créé en 2009, notamment pour discuter des sujets de prévention sur les différents facteurs de risque et les habitudes de vie. Donc aujourd'hui, il existe plusieurs formes du coup, de diffusion d'informations qui permettent d'accompagner et de vulgariser l'information pour le grand public, pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes et aussi pour les élus. Vous pouvez notamment retrouver donc, sur les écrans, vous voyez apparaître le portail d'information prévention cancer environnement pour retrouver toutes les informations, dont certaines qu'on va parler aujourd'hui. Et on va pouvoir aller dans le vif du sujet sur les conseils et les différentes connaissances par rapport à l'activité physique et l'alimentation. Alors on va faire un premier focus sur le prévenir les risques du cancer grâce à de bonnes habitudes d'activité physique et alimentaire. Avec une première question, je vais laisser la parole à Alix. Donc on va alterner avec différents petits quiz. Vous pourrez répondre à main levée à peu près pour qu'on ait un petit peu une idée de vos idées. Voilà. Alors c'est vrai que juste pour introduire votre propos, Alix, selon les données de l'Institut national du cancer, un cancer sur 4 pourrait être évité en agissant sur nos comportements, notamment alimentaires. Oui, tout à fait. On va le voir juste après. C'est l'objet de la présentation sur la prévention des cancers. Donc bonjour à tous. Je prends le relais sur Rodolphe. Donc on a décidé de faire ça sous forme de quiz un petit peu pour que ce soit un peu plus dynamique. Comme on a après la pause déjeuner, on ne voudrait pas... C'est bien, ça va éviter la somnolence, vous avez raison. Exactement. Alors, première question. À votre avis, quel est le bon classement des facteurs de risque de cancer ? Donc il y a une des 3 réponses qui est la bonne. Sachant que le premier facteur de risque qui est affiché, c'est celui qui engendre le plus de cancers en France actuellement, et le dernier, celui qui en engendre le moins. Donc en première proposition A, on a d'abord le tabac, qui serait responsable du plus grand nombre de cancers en France, puis enfin l'alimentation déséquilibrée, les radiations, les infections, l'obésité. Je ne vais pas tous vous les citer à chaque fois, je pense que vous voyez assez bien sur les 2 écrans. Sur la proposition B, on a le tabac toujours en premier, l'alcool ensuite, l'alimentation déséquilibrée, l'obésité, les infections. Et en proposition C, le tabac en premier toujours, les radiations, la pollution, les infections, les substances chimiques, les UV, etc. Donc à votre avis, est-ce que c'est
qui pense que c'est la proposition A? Alors, qui vote pour le A? Personne. Pas de succès, le A. La proposition B, peut-être un peu plus. Qui vote pour le B? Là, une grande majorité. Et la proposition C? On a quelques mains qui se lèvent. Donc effectivement, la majorité avait la bonne réponse, c'est la réponse B. Aujourd'hui, on a le Centre international de recherche contre le cancer qui classe les différents facteurs de risque du plus important au moins important. Le premier est le tabac, qui est responsable de quasiment 20% des cancers en France aujourd'hui. Vient ensuite l'alcool, pour 8% des cancers. Et enfin, l'alimentation déséquilibrée, le surpoids, qui représente à tous les deux 10%, avec la sédentarité également. Donc voilà, c'est une infographie qui est assez ludique et facile à retenir, où du coup on peut bien avoir en tête que si on ajoute le facteur de risque qui est le tabac, l'obésité, le manque d'activité physique et une alimentation déséquilibrée et l'alcool, c'est comme ça qu'on atteint les fameux 40% de cancers qui pourraient être évités. On a mis l'image aussi de l'Institut national du cancer qui a fait cette campagne de prévention, vous l'avez peut-être vu à la télévision ces derniers mois, qui nous expliquait bien que face au cancer, on était acteurs et qu'on pouvait mettre en place des comportements de santé pour réduire nos risques de cancer. Merci Alix. Du coup, on va alterner un peu la parole comme ça sur les différentes questions. Alors là, ça va être plutôt visuel. Alors parmi ces activités, à votre avis, lesquelles sont considérées comme des activités physiques? Alors la première, sur la 1, si vous ne voyez pas bien peut-être de loin, donc c'est quelqu'un qui lit, ensuite quelqu'un qui fait de l'ordinateur sur la 2. La 3, c'est des personnes qui courent. La 4, c'est quelqu'un qui fait de l'escalade. La 5, quelqu'un qui fait du jardinage. Et la 6, quelqu'un qui monte des escaliers. Alors, qui pense que c'est la réponse A avec toutes ces images qui sont considérées comme de l'activité physique? Personne. Si, il y a quelqu'un. Si vous considérez la lecture comme une activité physique. Pourquoi pas? Alors, ensuite, en B, c'est seulement les images 3 et 4 qui sont considérées comme de l'activité physique. Et la réponse C, du coup, les images 3, 4, 5 et 6. À l'unanimité. Ouais, parfait. Bon, super. Du coup, l'activité physique, en effet, du coup, ça va correspondre à partir du moment où on va être en mouvement. Le mouvement va enchaîner une contraction des muscles qui vont ensuite enchaîner une dépense énergétique qui va être supérieure à celle du repos. Et on va retrouver l'activité physique finalement dans plusieurs domaines de la vie de tous les jours, à la fois dans les déplacements. Donc là, l'activité physique, elle va servir de moyen de transport. Ça ne sera pas une finalité. On va se déplacer en vélo, par exemple, pour aller chercher son pain, pour aller au travail. Ensuite, il y a les activités de la vie domestique qui vont regrouper toutes les activités physiques qu'on aura dans le cadre de la maison, plutôt. Donc le jardinage qu'on a vu tout à l'heure, on pourrait rajouter faire le ménage. On va ensuite avoir les activités physiques de loisirs. Donc là, c'est des activités physiques où la finalité, c'est de faire de l'activité physique. C'est une passion, un temps pour soi. On va faire de l'activité physique. Par exemple, quand vous allez marcher avec des amis, quand vous allez faire une sortie de vélo en famille. Donc ça, c'est une activité physique de loisir. Pour ramasser des champignons. Pour ramasser aussi c'est des la champignons. saison. Donc voilà. En effet, on est en plein dedans. Et du coup, on a les activités physiques professionnelles aussi qui vont dépendre en fonction du métier qu'on va exercer. Par exemple, si on prend le cas d'un facteur, lui, il va devoir, pour sa tournée de courrier, devoir marcher, faire du vélo, par exemple. Donc, il aura une activité physique. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'activité physique, c'est pas que le sport. C'est que dans sa vie de tous les jours, on a la possibilité de faire de l'activité physique, que ça soit dans son cadre domestique ou dans ses loisirs. Et donc un petit focus sur la sédentarité dont parlait Alix tout à l'heure. Il faut essayer au maximum, même quand on est actif physiquement, de passer le moins de temps possible assis. Il faut essayer aussi d'entrecouper les périodes prolongées de sédentarité, donc en évitant de rester en fait plus d'une heure consécutivement assis. Il faut simplement se lever pendant 3 minutes, réactiver un petit peu son corps grossièrement pour un petit peu le remobiliser. Et aussi du coup, on peut, pour ne pas être sédentaire, en fait, il faudrait passer moins de 8 heures par jour assis ou allongé dans la journée, excepté le temps de sommeil, bien entendu. Hein, ça fait partie de prendre soin de soi, de bien dormir. Voilà. Alix, ensuite. Alors, entre deux conférences, on vous conseille de faire quelques pas. On est d'accord, puisqu'on a une conférence à peu près de 45 minutes. Vous avez 10 minutes pour vous décourdir. Alors, troisième question, plutôt axée sur l'alimentation. À votre avis, être en surpoids ou obèse peut avoir un impact sur le risque d'apparition d'un cancer? Est-ce que vous pensez que c'est la réponse oui? Ok, vous avez bien écouté les questions d'avant. La réponse B, donc c'est non. Il n'y a aucun rapport entre les deux.
Est-ce que certains d'entre vous pensent la réponse B? Non, ou C? Ok, super. Donc il y a bien un rapport. Oh oui, il y a bien un rapport entre les deux, on l'a vu tout à l'heure, c'est un des troisièmes facteurs de risque de cancer. Donc qu'est-ce que le surpoids ou l'obésité? Déjà pour commencer, on le caractérise par un indice de masse corporelle supérieur à 25 pour le surpoids, supérieur à 30 pour l'obésité. Et la formule pour le calculer, elle est toute simple, je vous l'ai mis ici, c'est la définition de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. C'est le poids en kilos divisé par la taille en mètres au carré, tout simplement. Donc on peut tous la calculer. Et ensuite, une fois qu'on a notre IMC, entre 25 et 30, on est considéré comme en surpoids, au-delà de 30, en situation d'obésité. Et toujours le Centre international de recherche contre le cancer, le CIRC, classe différentes localisations de cancer en fonction de à quel point l'obésité sera un facteur de risque pour ces cancers-là. Et on se rend compte avec l'image que vous avez en haut à gauche de l'écran que c'est un facteur de risque convaincant pour l'œsophage, le pancréas, le foie, le côlon, le rectum, le sein, l'endomètre et le rein. Donc il y a quand même beaucoup de localisations de cancer qui sont concernées par ce facteur de risque, d'où l'importance d'essayer de stabiliser le poids et de rester dans une tranche d'IMC normale. Voilà, donc aujourd'hui en France, c'est à peu près 54% des hommes qui sont en situation de surpoids, un peu moins chez les femmes, 44%. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça a doublé de 1980 à 2015 et que donc la prévalence de l'obésité ne fait qu'augmenter avec les années qui passent. Alors après, il faut juste garder un petit élément de réflexion sur cet indice de masse corporelle qui ne prend pas du tout en compte la masse musculaire, la masse graisseuse, c'est vraiment le poids en général. Donc ça peut fausser un petit peu parfois les chiffres. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être très très musclé, qui n'aura pas du tout de masse grasse, pourra être très lourd, donc avoir un IMC très important et pour autant il ne sera pas obèse. Donc c'est la seule critique qu'on peut faire de cette mesure de l'IMC finalement. Voilà, donc une petite diapo aussi qui récapitule un petit peu tout ça, que vous pouvez retrouver sur le site de cancer et environnement.fr, le site d'information du Centre Léon Bérard, qui reprend les localisations de cancer, le chiffre donc des 17% des Français qui sont en situation d'obésité en 2015, et pour limiter les risques de santé associés au surpoids et l'obésité, l'important c'est donc de maintenir un poids stable tout au long de sa vie adulte. Une fois le cancer diagnostiqué, on le verra tout à l'heure, c'est aussi très important de surveiller son poids, d'avoir une activité physique régulière et de privilégier une alimentation équilibrée, diversifiée. Et on pourra aussi voir par la suite les différentes recommandations sur l'alimentation. Alors, je vais continuer sur l'alcool. À votre avis, est-ce que le vin rouge est moins dangereux que les autres alcools? Alors oui, en réponse A. Qui dit oui? Pas beaucoup, hein. Il y en a quand même quelques-uns. Non, en réponse B. C'est équivalent, l'alcool, le vin rouge ou n'importe quel autre alcool. D'accord. Ou alors, en faible quantité, ça ne peut pas faire de mal. C'est timide, là, les réponses. Hein. Sur le vin, on est un peu frileux. Ouais. Moi, je dirais que ça ne peut pas faire de mal. Alors, effectivement, on aimerait bien pouvoir vous donner cette réponse, mais malheureusement, la réponse est la réponse B. Donc le vin rouge, il est aussi dangereux que les autres alcools. Il n'y a pas vraiment d'effet bénéfique du vin rouge par rapport aux autres. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est la quantité d'alcool qui est nocive. On l'a vu tout à l'heure, l'alcool, c'est le deuxième facteur de risque de cancer. Et donc, en fait, il y a la même quantité d'alcool dans tous ces verres qui sont représentés ici. Donc, qu'on boive un demi de bière, une flûte de champagne, un fond de whisky ou un verre de vin rouge ou de rosé ou de blanc, c'est équivalent en grammes d'alcool et donc le risque-prix est le même. Voilà, donc on rappelle que l'alcool est responsable de 15 000 décès par an en France et que même en faible quantité, l'alcool est un facteur de risque. Alors, la question numéro 5, on avance un petit peu. À votre avis, comment équilibrer son alimentation au quotidien? Alors, est-ce que c'est en réponse A, en privilégiant le fait maison? Oui, on a des cuisiniers dans la salle. J'entends les trois.
En réponse B, en alternant la viande, le poisson, les œufs dans les menus, mais en supprimant les féculents le soir, donc le riz, les pâtes, à ne surtout pas manger le soir. On nous a presque dit l'inverse ce matin, alors... Peut-être qu'il y a des pièges. Il y a un piège, je pense. Et en réponse C, en supprimant toute source de sucre et aliments plaisir pour ne pas prendre de poids. Le sucre le soir, c'est peut-être pas bien recommandé. Alors, toute sorte de sucre, pas que le soir. Est-ce qu'il faut vraiment supprimer tout le sucre de son alimentation? Ah, voilà. Exactement, c'est un savant équilibre. Alors, la réponse était la réponse A, en privilégiant le fait maison. On va juste revenir du coup sur la question d'avant, voilà, la diapo pour vous expliquer pourquoi les deux autres sont fausses. Donc la B, en alternant la viande, le poisson, les œufs dans les menus. Donc ça, effectivement, c'est juste. Il faut essayer de varier les sources de protéines animales. Il n'y a pas de source de protéines animales qui soit dangereuse, même la viande rouge. Si elle est consommée de manière raisonnable, on peut continuer à en consommer. Pareil avec le poisson, les œufs, il n'y a pas lieu de supprimer le poisson ou les œufs de notre alimentation. Même si on a du cholestérol, les œufs sont bons pour la santé et ne doivent pas être supprimés de nos menus. Et les féculents le soir, il n'y a aucune raison de les supprimer. Au contraire, c'est ce qui permet de garantir une satiété toute la nuit, de mieux dormir, d'améliorer la qualité du sommeil. On disait tout à l'heure que c'était très important. Donc non, les féculents ne sont pas à supprimer le soir, bien évidemment. Et la réponse C, donc en supprimant toute source de sucre et autres aliments plaisir pour ne pas prendre de poids. Donc heureusement qu'il y a d'autres solutions pour ne pas prendre de poids que de supprimer les aliments qui nous font plaisir, parce que la vie serait bien triste. Et que c'est difficile pour nous de conseiller de supprimer les aliments qui nous font plaisir. Donc bien évidemment qu'il faut continuer à les consommer, mais avec modération, à une certaine fréquence, une certaine quantité. Et effectivement, l'activité physique en parallèle peut être un moyen de maintenir le poids stable tout en se faisant plaisir du coup. Donc le fait maison, c'est très important, ça fait partie des recommandations du plan national nutrition santé de 2019. Ils ont rajouté ça dans leurs recommandations. Auparavant, on entendait beaucoup les 5 fruits et légumes, les 3 produits laitiers par jour, mais ils n'insistaient pas tant que ça sur le fait maison. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation de la consommation des produits ultra transformés, des plats industriels, des plats déjà prêts à l'emploi, et que c'était responsable de cette augmentation de l'obésité en France. Donc maintenant, on insiste beaucoup sur le fait maison, sur le fait d'acheter des aliments bruts et non transformés et de les transformer soi-même à la maison, en ajoutant des matières grasses, en ajoutant des sucres et qui soient des bons sucres, des bonnes matières grasses. Donc c'est très très important, on peut se faire plaisir en cuisinant soi-même avec des aliments de bonne qualité. Donc ça nécessite un petit peu d'organisation. Par contre, effectivement, si on travaille, si on a des enfants, parfois c'est utile de prévoir ses menus à l'avance, de faire des listes de courses aussi pour ne pas être tenté dans le supermarché d'acheter des aliments ultra transformés au packaging toujours très attrayant qui peuvent nous donner envie. Quand il y a écrit en gros nouveauté de chez Bonne Maman, on est toujours tenté d'aller essayer la nouveauté. Mais voilà, l'important c'est si on a notre liste de courses, on sera moins tenté d'aller dans les rayons un peu de gâteaux, de biscuits qui seront des aliments ultra transformés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de gâteau, mais fait maison de préférence. Donc voici les nouvelles recommandations, enfin nouvelles, qui ont déjà 2 ans, mais avec une nouvelle façon de les afficher, c'est-à-dire qu'ils ont supprimé maintenant les repères chiffrés, les 5 fruits et légumes par jour, que personne ne comprenait. On ne savait pas si c'était 5 fruits et 5 légumes, on ne savait pas si c'était 5 variétés, enfin c'était toujours très abstrait pour tout le monde. Donc ils ont simplifié les choses et c'est très bien comme ça, en 3 catégories, c'est-à-dire les aliments à augmenter en termes de consommation, les aliments à conserver mais en les remplaçant par des aliments de meilleure qualité. C'est ceux pour qui ils ont dit aller vers, c'est-à-dire si je prends le premier exemple, aller vers le pain complet, les céréales, les pâtes, la semoule et le riz complet. Ça veut dire avant, on mangeait du pain blanc, du riz blanc, des pâtes normales. Maintenant, on vous encourage à aller vers ces féculents, mais de manière complète, qui seront du coup plus riches en fibres, plus riches en vitamines et minéraux, plus rassasiants, de meilleure qualité, moins transformés. Et enfin, la 3e catégorie, c'est la catégorie de réduire certains aliments, comme l'alcool, les produits sucrés et les boissons sucrées. Donc ça, les sodas, les jus de fruits avec du sucre ajouté en plus à éviter. Les produits salés, comme les produits en conserve, les charcuteries,
la charcuterie, la viande. Donc là, ils n'ont pas précisé, mais en dessous, ils écrivent bien le porc, le bœuf, le veau, le mouton, l'agneau, les abats, c'est en fait la viande rouge. Donc c'est la viande rouge à réduire. Tout à l'heure, j'en ai un petit peu parlé. Les recommandations en cancérologie, surtout, elles sont à 500 grammes par semaine, soit 3 fois par semaine, surtout pour les risques de cancer colorectaux. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer la viande rouge, simplement il faut la réduire et ne pas en consommer tous les jours. Enfin, les produits avec le Nutri-Score D ou E. Voilà, faire attention à ce Nutri-Score. Peut-être qu'il y aura des questions à la fin de la conférence sur le Nutri-Score, donc on pourra en parler à ce moment-là si vous voulez. Et le temps passé assis, donc comme disait Rodolphe, la sédentarité. Alors un petit retour sur l'activité physique. À votre avis, du coup, en termes de recommandations, quelle est la principale recommandation d'activité physique pour la population générale, donc plutôt en ciblant les adultes? Il faut savoir que c'est adapté à l'âge aussi. Donc là, pour les adultes, est-ce que vous pensez que c'est la réponse A, faire au moins 30 minutes d'activité physique d'endurance d'intensité modérée et élevée au moins 5 jours par semaine? Donc ça, c'est la réponse A. Okay. Pour la réponse B, c'est marcher 10 000 pas dans la semaine. 10 000 pas. Et la réponse C, faire au moins 10 minutes d'activité physique d'intensité faible à modérée tous les jours de la semaine. On n'a pas de sportifs là dans la salle, hein. Franchement, non. Ça n'ose pas se positionner peut-être. Ça ne veut pas bien se positionner alors. Faire au moins 10 minutes d'activité physique, ça paraît pas mal, 10 minutes par jour. Est-ce que c'est suffisant? Eh bien, on va voir que pas forcément. Alors après, déjà, avant d'aller dans la réponse, il faut savoir que faire une activité physique, ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est toujours mieux que de ne pas en faire. D'accord? On va partir de ce postulat-là déjà. Donc l'Organisation mondiale de la santé a donné des nouvelles recommandations aussi récemment sur la population adulte. Donc on doit faire entre 150 à 300 minutes d'activité physique par semaine, plutôt de type d'endurance, donc aérobie endurance, donc comme la marche, le vélo par exemple. Et ça correspond à peu près du coup à 5 jours par semaine, au moins 30 minutes d'activité physique. Donc il y a plusieurs manières de découper ces recommandations. On peut le faire avec une intensité plus importante, donc par exemple 75 à 150 minutes d'activité physique d'intensité soutenue, toujours pour de l'endurance, ou des combinaisons, par exemple dans votre semaine ou dans votre journée avec des intensités faibles, modérées, intenses. Voilà, on pourra revenir si vous voulez sur la classification des intensités tout à l'heure. Et en même temps, il est recommandé, en plus des activités d'endurance, de faire donc du renforcement musculaire, donc pour travailler au niveau des muscles, 2 fois par semaine, des séances de 20-30 minutes à peu près, voilà, qui vont solliciter les principaux groupes musculaires. Et sur la sédentarité, on en a parlé déjà tout à l'heure, hein, au maximum finalement dans son quotidien, c'est limiter le temps passé assis. Donc il y a plusieurs astuces qui le permettent, notamment de transformer certains comportements sédentaires. Par exemple, quand vous avez l'habitude de prendre l'ascenseur plutôt que les escaliers, il faudrait inverser cette tendance et plutôt privilégier les escaliers quand on le peut. Pareil, lors de nos déplacements, si on a le temps, si on peut s'organiser, privilégier un mode de transport actif en s'arrêtant peut-être un peu plus loin du coup de son lieu, soit de travail, soit par exemple pour aller faire ses courses en marchant un petit peu. Voilà, donc il y a plusieurs astuces et on en revient même toujours par rapport aux recommandations, c'est qu'il faut essayer de faire le mieux qu'on peut et chaque activité va compter. Pour revenir un petit peu sur les 10 000 pas, parce qu'on les entend souvent, j'ai cru entendre tout à l'heure 10 000 pas par jour, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend revenir assez souvent à nos oreilles. Alors finalement, c'est une croyance un peu urbaine, ces 10 000 pas. Il n'y a aucune valeur scientifique derrière ce chiffre. Donc c'est en fait issu d'une campagne marketing qui a été menée pour les Jeux Olympiques de Tokyo de 1964, qui avait une bonne idée en tête, hein, c'était faire en sorte que tout le monde soit actif, le plus dynamique possible. Mais en fait, ces 10 000 pas, en fait, ils sont à relativiser scientifiquement. Il y a à peu près plusieurs études qui ont essayé de savoir, de déterminer quel était le nombre de pas réalisés. Il s'avère que c'est un peu moins, c'est 7 500 pas par jour. Ça dépend aussi de la longueur de pas, ça dépend de notre taille. Voilà. Donc il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte aussi lorsqu'on mesure les pas, sachant qu'on n'a pas toujours des pas qui vont correspondre à une activité qui va être modérée ou intense. Si je marche sur l'estrade, ça va me faire un pas, mais ça ne va pas être une activité physique réelle. Mais pour autant, ça va quand même participer à lutter contre la sédentarité, donc il ne faudra pas non plus le mettre de côté. Et voilà, du coup, donc, par rapport à l'activité physique, on y reviendra sur les conseils, c'est qu'il faut se fixer des objectifs aussi personnalisés qui soient atteignables. Donc on a chacun notre propre niveau d'activité physique de base. Et pour qu'on arrive à rester actif physiquement dans le temps, il faut que notre motivation, elle suive. Et pour cela, il faut qu'on ait des bons objectifs en tête pour maintenir
ce cercle vertueux de la réussite et de la motivation. Ensuite, on va enchaîner sur une deuxième partie. Donc là, on était sur prévenir la maladie. Maintenant, on va être sur comment finalement accompagner les patients pendant et après les traitements du cancer. Hop, parfait. Je te laisse la parole. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le plus important pendant la maladie, c'est de maintenir un poids stable. Donc, c'est-à-dire que même si on est en cours de traitement pour un cancer et qu'on est en surpoids, l'important, ça va être de maintenir ce poids stable et on cherchera à perdre du poids après la maladie. Pendant la maladie, c'est très important de veiller à ce que l'alimentation couvre nos besoins nutritionnels. Donc, en fonction des dépenses énergétiques qu'on a, il faudra peut-être enrichir l'alimentation ou au contraire revoir ses habitudes alimentaires pour ne pas prendre du poids pendant les traitements. C'est particulièrement le cas pour les personnes qui sont traitées pour un cancer du sein. Et donc, ça va être très important de surveiller le poids. C'est vraiment une donnée de santé à surveiller une fois par semaine. Il faut se fixer un rituel tous les dimanches à la même heure, pour avoir une évolution du poids que l'on surveille de très près. Donc on reprend un petit peu notre quiz. Là, c'est vraiment pendant la maladie. À votre avis, est-il recommandé de pratiquer le jeûne thérapeutique pendant les traitements? Alors, est-ce que c'est la réponse A, oui? Une réponse oui, ok. Ou la réponse B, non? Ok, vous êtes un petit peu plus nombreux. Effectivement, donc la réponse était non. Aujourd'hui, les données scientifiques ne nous permettent pas d'affirmer que le jeûne thérapeutique est à encourager. On n'a pas de preuve d'un effet protecteur chez l'humain en prévention primaire. Donc avant que la maladie arrive, en aucun cas le jeûne peut prévenir la maladie cancéreuse en tout cas. Et pendant la maladie, les études sont très hétérogènes. En gros, il y a un tiers des études qui montrent un effet bénéfique, un tiers qui montrent que ça n'a aucun effet et un tiers qui montrent que ça a été dangereux pour les patients. Ils ont aggravé leur état nutritionnel, ils se sont dénutris en s'empêchant de manger. Parce que le jeûne thérapeutique, je rappelle un petit peu la définition, il y a différentes façons de le pratiquer, mais ça peut être par exemple, réduire sa ration calorique pendant plusieurs jours en se nourrissant exclusivement de jus de fruits ou de jus de légumes. Ça peut être sinon un jeûne intermittent, par exemple, on ne mange pas de 18h à midi le lendemain. Ou alors ça peut être le fameux régime cétogène, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ou qui vise à supprimer le sucre de son alimentation. Donc le fameux régime cétogène, donc c'est la définition, vraiment, c'est une suppression de toute source de sucre de l'alimentation, y compris le pain, les céréales, les féculents, les fruits, les légumes, parce qu'il y a un petit peu de sucre dans les légumes. Donc, en fait, on modifie complètement notre ration calorique avec ce régime. On a 80% de notre apport qui doit être représenté par les graisses, par les lipides, et 10 à 15% par les protéines. Et il faut absolument que les glucides représentent moins de 10%, si on veut respecter ce régime à la lettre. Donc là aussi, le régime cétogène peut être dangereux pour la santé pendant la maladie cancéreuse, donc c'est vraiment quelque chose à éviter. On a le docteur Bruno Reynard, qui est le chef de l'unité de nutrition de Gustave Roussy à Paris, donc qui est notre homologue du centre Léon Bérard, mais sur Paris, qui avait été interviewé et qui avait fait un article très intéressant sur le jeûne thérapeutique, où il expliquait pourquoi c'était dangereux de pratiquer ce régime. En fait, il y a forcément une restriction calorique dans ce régime. Donc, les patients s'exposent à un risque de perte de poids, à une perte de masse musculaire également. Et du coup, ils aggravent leur état nutritionnel et la plupart d'entre eux entrent dans une situation de dénutrition. Et la dénutrition, ça augmente fois 2,6 la mortalité pendant la maladie. Donc, c'est très important de surveiller son poids, de manger de tout, de répondre à ses besoins nutritionnels pendant la maladie. Donc attention aux idées reçues. En cancérologie, je pense que c'est un des domaines où il y en a le plus en termes d'alimentation. Déjà que l'alimentation est sujet à idées reçues et vraiment soumis à des modes avec le sans gluten, le sans lactose, enfin toutes les modes du sang, de toute façon, de manière générale, et en cancérologie particulièrement. Donc attention à bien se référer aux sites de référence, à des sites sérieux qui vont délivrer des informations scientifiquement prouvées et ne pas se vouer à n'importe quel forum sur Internet
ou n'importe quel article dans la presse. Donc on vous a mis les sites internet fiables, voilà, où vous pouvez retrouver les informations vraiment en lien avec l'alimentation qui soient vraiment scientifiquement prouvées. Donc il y a le réseau NACRE, donc c'est le réseau national alimentation, cancer et recherche, qui est très, très, très bien fait, très vulgarisé. Vous trouvez aussi des petites vidéos pour expliquer, par exemple, le risque du soja pendant le cancer du sein, du thé vert. Voilà. Sur le jeûne thérapeutique aussi, c'est très bien expliqué. Le site de Santé publique France, bien évidemment, et le site de l'Institut national du cancer, où il y a toute une partie sur l'alimentation. On va essayer d'aller un peu plus vite parce qu'il nous reste peu de temps et on voudrait bien avoir un échange avec la salle. Voilà, donc pour aller vite, du coup, aujourd'hui, il n'y a aucun aliment qui va pouvoir s'opposer ou qui va pouvoir guérir un cancer. Vraiment, l'alimentation anti-cancer n'existe pas, bien qu'on trouve des tas de livres à ce sujet-là. Juste une alimentation variée, équilibrée, qui permettra de maintenir un poids stable, c'est ça qui permet de réduire au mieux ces risques de cancer aujourd'hui et pendant la maladie également. Alors, concernant l'activité physique, donc on va proposer de l'activité physique aux patients en fait, dès le début des traitements. Il s'avère qu'on a changé de paradigme par rapport aux précédentes années où avant on était malade, il ne fallait pas bouger de son lit. Aujourd'hui, c'est le contraire. Du coup, pour être mieux accompagné durant la maladie, il faut absolument pratiquer une activité physique de manière régulière. Alors, les bénéfices que vous voyez apparaître, ils peuvent aussi s'apparenter aux bénéfices pour la population générale. Il faut savoir que simplement, comme le disait Alix, lorsqu'on est en traitement d'un cancer ou qu'on a eu un cancer, on a malheureusement des effets secondaires dus au traitement et à la maladie. Alors là, du coup, l'activité physique va permettre de prévenir et réduire le déconditionnement physique, va permettre à la fois du coup, de maintenir une meilleure capacité d'endurance, de maintenir du coup, une qualité de fonction musculaire aussi qui va être plus importante. On aura un impact sur la composition corporelle qui va être en lien direct avec les habitudes alimentaires. Donc on permettra de limiter la perte de masse musculaire, limiter la prise de masse grasse. On aura un impact direct aussi sur l'effet secondaire principal du cancer, qui est la fatigue, qui intervient dès le début de la maladie et qui perdure même au-delà un petit peu. Et donc l'activité physique, c'est le moyen en fait, le plus efficace de lutter contre cette fatigue, qui permet de réduire jusqu'à 30% ce niveau de fatigue, tout cancer confondu, et qui aura un impact direct après sur la qualité de vie, notamment aussi parce que la tolérance au traitement elle sera meilleure, les effets secondaires à moyen et long terme seront réduits, notamment les douleurs articulaires par exemple, qui peuvent être induites par les chimiothérapies. Et ça permet de manière plus générale, plus globale, du coup on est déjà sur l'après-maladie, c'est d'allonger et d'améliorer l'espérance de vie en bonne santé, en réduisant notamment les risques de rechute et de récidive qui sont plus importants, notamment pour les cancers du côlon et les cancers du sein. Donc, ce qui est important, en fait, finalement, c'est qu'aujourd'hui, c'est une perte de chance pour un patient de ne pas pratiquer une activité physique lorsqu'il est suivi, lorsqu'il est pris en charge pour un cancer. Donc, on va essayer le plus tôt possible de l'inclure dans ce parcours. Donc, c'est pour ça qu'au Centre Léon Bérard, on a un espace qui est dédié donc, au mieux-être du patient, qui est l'espace pyramide. Il s'appelle comme ça, parce que je ne sais pas si vous voyez l'espace pyramide, il y a une petite pyramide comme le Louvre. Et du coup, à l'intérieur, donc, il y a 300 mètres carrés qui sont dédiés à l'accompagnement du patient, notamment en activité physique et en alimentation. Vous voyez un petit peu une petite vision de l'espace central avec les machines qui sont accessibles aux patients. Et dans la prise en charge des patients, une fois qu'ils ont un dossier médical au Centre Léon Bérard, donc ils peuvent être pris en charge en alimentation et en activité physique, en fonction à la fois de leur protocole médical, en fonction de leur âge, et en fonction des conditions avec lesquelles ils vont être hospitalisés ou non. On va pouvoir leur proposer des accompagnements qui vont être pendant l'hospitalisation. Ils pourront venir à l'espace pyramide, bénéficier de consultations dans les chambres ou d'activités physiques dans les chambres. Ils pourront aussi être vus en ambulatoire lorsque les patients viennent spécifiquement pour une consultation, pour un traitement, par exemple pour leur chimiothérapie. Ils peuvent être vus aussi dans des suivis à distance, donc on peut avoir des suivis téléphoniques, en visioconférence, on peut leur remettre aussi des dispositifs leur permettant de les stimuler à l'activité physique. On a aussi des programmes où on va pouvoir les suivre sur des cycles de 3 mois, 3 à 6 mois par exemple, avec des consultations diététiques, des séances d'activité physique adaptées régulières. On a un hôpital de jour aussi spécifique dans la prise en charge du surpoids et de l'obésité, avec 3 intervenants qui vont intervenir pour prendre en charge le patient. Il y aura une diététicienne, un enseignant en activité physique adaptée et aussi un médecin du sport qui permettra de prodiguer les conseils les plus adaptés pour les changements de comportement et habitudes de vie des patients. Et des ateliers d'éducation thérapeutique qui servent à plutôt aborder la théorie sur notamment l'activité physique et l'alimentation, des choses qu'on a pu aborder ensemble aujourd'hui,
pour permettre d'éclairer et de comprendre quelles sont les possibilités pour les patients d'agir positivement sur leur santé. Donc avec un lien avec les autres professionnels du centre et puis un suivi, une orientation toujours vers l'extérieur pour faire le lien ville-hôpital. Alors ensuite, on avait une petite vidéo pour illustrer un parcours d'activité physique au sein du centre Léon Bérard pour vous donner un petit peu une idée de comment un patient peut être accompagné. L'activité physique pendant un cancer, vous n'êtes pas sérieux? Victor a 55 ans. Il est actuellement traité pour un cancer du côlon. Aujourd'hui, sa cancérologue souhaite lui parler des soins de support qui vont l'aider à mieux vivre cette période. Connaissez-vous les programmes d'activité physique adaptés? Victor n'a pas fait de sport depuis sa jeunesse. Avec sa maladie, il est trop fatigué. Il a peur de s'y remettre. Pourtant, il est possible de pratiquer sans risque une activité physique pendant et après les traitements. Sa cancérologue lui remet son certificat de non-contre-indication à la pratique d'activité physique. Victor rencontre alors un enseignant en activité physique adaptée, ou APA. Il lui explique que l'activité physique n'est pas uniquement le sport et la recherche de la performance, c'est aussi marcher, faire le ménage, monter les escaliers. Les bénéfices de l'activité physique durant la maladie sont nombreux. Par exemple, réduction de la fatigue, meilleures conditions physiques et meilleure qualité de vie. Depuis, Victor pratique le yoga 2 fois par semaine dans un groupe à l'hôpital. Il se sent plus en forme et son moral remonte. Il est heureux de retrouver les autres patients et d'échanger avec eux. Victor rencontre Jeanne, qui a fini ses traitements. Elle était très sportive, mais après le choc de l'annonce de la maladie, ça a été difficile de continuer. Dès le début des traitements, son mari l'a motivée pour venir à pied à l'hôpital. Aujourd'hui, elle est inscrite dans une association d'aviron santé et elle s'est acheté une montre connectée pour se motiver. Malade ou non, les recommandations restent les mêmes pour tout le monde. Au moins 30 minutes d'activité physique par jour, 5 fois par semaine de type endurance et d'intensité modérée à élevée. Essayez également de pratiquer du renforcement musculaire 2 fois par semaine et de limiter le temps passé assis ou allongé. Mais chaque petit pas compte. L'important est de trouver une activité physique qui vous plaise et de pratiquer régulièrement. Si ça marche. Oui, tout à fait. Du coup, c'est pour voilà, cette vidéo, elle est en accès sur le site cancerenvironnement.fr. Donc, si vous avez besoin de la reconsulter pour avoir tous les éléments en tête qu'on a pu aborder aujourd'hui, donc vous pouvez tout à fait le faire. Voilà, juste quelques images pour finir, pour illustrer un petit peu l'activité physique avec les patients, donc dans l'espace pyramide, mais aussi avec, vous pouvez voir un patient en chambre stérile avec la réalité virtuelle aussi. Donc ça, c'est possible au centre Léon Bérard. Quelques outils aussi, parce qu'on est présent sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à suivre le centre Léon Bérard, que ce soit sur YouTube, Instagram ou Facebook. Il y a quelques séances d'activité physique adaptées qui sont proposées en live et aussi des recettes aussi qui sont partagées par l'équipe des diététiciennes, et même des lives aussi parfois pour cuisiner ensemble, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et pour terminer rapidement, des conseils pratiques que tout le monde peut appliquer au quotidien sur l'activité physique pour prendre soin de sa santé et sur l'alimentation. Ouais, alors on va aller très vite parce qu'on est déjà complètement hors time. Ouais. Bah, je vais pas détailler tous les points, mais en gros l'important à retenir c'est de ne pas pratiquer de régime restrictif, de ne pas supprimer des aliments de son alimentation. Comme on le disait tout à l'heure, l'important c'est de cuisiner, de prendre du plaisir à cuisiner, de prendre du plaisir à partager les repas et de pratiquer une activité physique régulière. Merci beaucoup Rodolphe et Alix. Alors il y avait encore des... On vous laisse consulter les conseils et astuces en activité physique, on en a déjà beaucoup parlé, parce que j'aimerais vraiment laisser quelques minutes aux questions dans la salle. Je suis sûre qu'il doit y en avoir. Voilà, on a une première question. Venez me rejoindre si vous voulez. Voilà. Bonjour, merci pour tous les conseils. Alors, il y a deux choses. Vous parlez du supermarché, mais à Lyon, on a de la chance sur les places d'avoir 2 ou 3 fois par semaine des marchés. Le producteur, il cueille ses haricots verts la veille,
il vous les donne, il a des caves, il n'y a pas de frigo, rien du tout. Dans tous les quartiers, il y a plusieurs places où moi je vais Jean Masset 3 fois par semaine, Saint-Louis 3 fois par semaine, les jours sont différents. Alors profitez-en à Lyon par rapport à Paris ou je ne sais pas où. Bon, il y a longtemps que c'est comme ça. 60 ans que je vais au marché voir les producteurs et ils vous racontent des histoires, c'est très gai. Et deuxièmement, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, vous ne nous avez pas parlé des dons, parce que cette pyramide, elle a été quand même fabriquée, installée par les dons au centre Léon Bérard. J'aimerais qu'on en parle aussi. Merci. Merci pour votre intervention. En effet, du coup, on n'a pas eu le temps d'y revenir sur le sujet de l'espace pyramide, sur son financement, mais il dépend en partie du coup donc d'un appel à projet des fondations des hôpitaux de Paris, du coup des pièces jaunes, et en partie aussi d'une campagne de dons qui a été menée par le centre Léon Bérard avec de nombreux donateurs qui ont permis à la fois de finir de l'aménagement de l'espace en achetant des machines et en permettant aussi de faire la décoration des lieux. Bravo. Merci de l'avoir souligné. Et bravo d'avoir fait la promotion des producteurs de proximité, les circuits courts. Madame. Oui, bonjour. Je voudrais savoir quelle relation il y a entre une prise de poids et le fait d'être malade et de suivre des traitements. Vous avez dit que, notamment pour le cancer du sein, il fallait que la femme maintienne son poids. En fait, le fait de prendre du poids pendant la maladie, c'est du coup la masse grasse qui augmente dans la composition corporelle. Et cette masse grasse peut avoir un effet délétère en libérant des substances endocrines dans le sang et du coup favoriser les risques de récidive quand c'est dans le cas des cancers du sein hormonodépendants. Parce que du coup, cette masse grasse augmente l'activité des hormones et peut augmenter le risque de cancer hormonodépendant. Merci. Monsieur ? Oui, merci pour votre intervention. Je voulais vous demander quelle est votre expérience avec les patients atteints de cancer du pancréas ? C'était autrefois un cancer qui vous emportait en quelques mois. Maintenant, des patients arrivent à vivre avec ce cancer du pancréas, mais avec des contraintes très compliquées, notamment au niveau de l'alimentation. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner actuellement ce que vous proposez ? Je pense que l'important, c'est la prise en charge précoce de l'état nutritionnel des patients en cours de traitement pour un cancer du pancréas. Et plus on va prévenir la dénutrition, plus on va allonger l'espérance de vie des patients, améliorer leur qualité de vie pendant les traitements. Et du coup, maintenant, on a recours à des nutritions artificielles le plus précocement possible pour vraiment limiter les risques de dénutrition. Parce que c'est vraiment la dénutrition qui va aggraver le pronostic. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, monsieur. Oui, c'est une bonne alternative. Le miel, c'est plus naturel, c'est moins raffiné. Effectivement, c'est moins hyperglycémiant que le sucre de table habituel. Donc, effectivement, c'est une bonne alternative. Et en matière d'activité physique, vous n'avez pas dit un mot sur l'hydrothérapie, la balnéothérapie. La natation en activité physique est à conseiller pour tout le monde. Alors oui, on n'est pas rentré dans les exemples même d'activité physique. Alors il y a des petites précisions par rapport à l'activité physique, notamment dans le milieu aquatique pour les patients atteints de cancer. C'est qu'ils sont à risque d'infection plus importante, notamment parce qu'ils ont du coup des pipelines ou des packs en fait, qui sont des voies centrales qui permettent de faire passer les traitements, ce qui fait qu'ils n'ont pas accès facilement à ces milieux qui sont plus à risque en fait, au niveau infectieux. Mais tout à fait, l'activité physique aquatique. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à installer chez eux des jacuzzis et autres. Ouais, c'est pas la majorité, mais si on a la possibilité. Est-ce que c'est considéré comme une activité sportive ? Alors, juste être dans le jacuzzi, non. Non, mais on du est bien coup, à d'accord. partir du moment où on fait Il me semblait aussi, parce que j'allais tout de suite opter pour. Oui, mais la relaxation musculaire est importante aussi. Tout à fait. Alors, c'est en lien avec l'activité physique, mais pour le coup, ça ne va pas être une activité physique. D'accord. Ouais. Allez, une dernière question. Allons-y, on a cette dame-là devant. Allez, honneur aux dames, on vous passera la parole après. Allez-y, madame. Excusez-moi, je voulais revenir sur le cancer du pancréas. Dans mon entourage, j'ai eu des amis qui sont morts malheureusement du cancer du pancréas. Et c'était des amis qui vraiment faisaient attention à leur alimentation. Alors je voudrais savoir si vraiment il n'y a pas de facteur génétique dans le cancer du pancréas.
Est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors, malheureusement, ça dépasse un petit peu mes compétences de diététicienne, donc je vous invite à peut-être se renseigner auprès de médecins oncologues, parce que là, je ne préférerais pas vous dire de C'était des personnes qui achetaient chez les producteurs, comme il a été dit, sur les marchés, et vraiment qui ne mangeaient presque pas de viande, qui faisaient beaucoup d'activités physiques, et malheureusement, elles ont été touchées par le Ils remplissaient toutes les cases dont on a parlé. Après, le cancer, c'est justement une maladie qui est multifactorielle. On a vu, il y a les 40% sur lesquels on peut agir, mais il y a aussi les 60% restants sur lesquels on n'est malheureusement pas acteur, dont la génétique, entre autres. Alors, une dernière question, monsieur qui est là, voilà, s'il vous plaît. On va vous donner le micro, monsieur. Merci de votre intervention. En tant que diététicien, devant la pléthore de régimes de réduction de l'obésité, que pensez-vous des meilleurs régimes, et peut-être méditerranéens, Atkins, Aliouche, il y en a plein. Maillot, chrononutrition, un des derniers. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'important, c'est de ne pas pratiquer de régime restrictif où il y a des suppressions de catégories d'aliments. Et la meilleure alimentation, ce sera vraiment une alimentation équilibrée, variée, fait maison, avec laquelle on se fait plaisir. Et l'important, c'est de toujours maintenir une assiette composée pour que chaque repas ait toutes les composantes de chaque catégorie d'aliments. Un féculent, un légume, une protéine, un produit laitier, un fruit, et d'essayer d'avoir cette assiette que je vous ai mis de tout à l'heure, d'avoir en tête pour élaborer ses repas, élaborer ses menus, et ne jamais rien supprimer de son alimentation. Effectivement, le régime méditerranéen est très bon pour la santé, il est très riche en oméga 3 avec des huiles, des poissons gras, plutôt que le régime à base de beurre, de viande rouge, de fromage. Effectivement, ce sera plus sain, mais l'important, c'est de rien supprimer, de savoir se faire plaisir et de manger de tout, tout en ayant une activité physique adaptée. C'est vrai qu'on ne l'a pas vraiment dit, mais en fait, l'activité physique et l'alimentation sont indissociables, et c'est un savant équilibre entre les deux, finalement. Alors, la chrononutrition. Alors la chrononutrition, ça fait partie d'une des modes, au même titre que le sans gluten, que le sans lactose, que voilà. Moi, ça me paraît compliqué d'adapter une alimentation telle que la chrononutrition au quotidien, parce qu'il faut manger tel aliment avant telle heure, et que parfois, si c'est contre nos envies, si on n'a pas envie de manger un demi-camembert au petit déjeuner, on ne va pas se forcer sous prétexte que la chrononutrition nous dit que c'est bon pour la santé. C'est là où je dis qu'il faut s'écouter et écouter aussi l'éducation qu'on a reçue, les plaisirs qu'on a à manger tel et tel aliment, tout en restant raisonnable dans les aliments dits caloriques. Voilà, je crois que le mot a été donné, c'est raisonnable, hein. C'est-à-dire un petit carré de chocolat, mais pas la tablette, quoi. C'est à peu près ça? Oui, c'est ça. Mais ça, j'ai bien entendu. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, messieurs, de votre attention. Merci, Alix. Merci, Rodolphe. Vraiment, c'était très clair. Merci beaucoup.